Et on va passer donc au troisième topo de cette session. Et c'est Gérard Audibert qui va nous présenter un topo sur le prélèvement Maastricht 3 et les problématiques éthiques qui sont susceptibles de survenir dans cette démarche. Merci Fabrice. Alors le prélèvement Maastricht 3, c'est une activité de réanimation relativement jeune, en France en tout cas, puisqu'on a commencé à y réfléchir entre 2010 et 2012, et puis l'Agence de biomédecine a rédigé un protocole avec les professionnels au cours des années 2013 et 2014, et enfin on s'est lancé à partir de l'année 2015. Et vous voyez représenté à droite le bilan de cette activité qui est assez considérable parce qu'au sein des différentes modalités de prélèvement d'organes en France, on voit que le Maastricht 3 amène une certaine croissance du prélèvement d'organes et on ne peut que s'en réjouir. Alors, dès les fonds baptismaux de rédaction du protocole et tout au long de ces 7 ans d'activité, la réflexion éthique a été très intense. Au début, évidemment, et on va le voir, mais également au décours de la pratique de cette activité, parce que tous les jours, il y a des questions éthiques et des débats qui sont suscités au niveau des équipes. Alors la première interrogation, la première inquiétude de ce protocole a été la nécessité d'un cloisonnement absolu entre la décision de l'arrêt thérapeutique et puis la décision de prélèvement Maastricht 3. Ce cloisonnement et cette étanchéité, elle apparaît encore extrêmement forte dans la dernière version du protocole écrite par l'agence qui date de l'année dernière. Et elle doit être effectivement une préoccupation importante des équipes qui se lancent dans cette activité. Comment garantir ce cloisonnement ? Alors, ce n'est pas au quotidien aussi facile que l'écrit le protocole. Il y a quelque chose qui est clair, c'est quand même que ce principe de cloisonnement doit être respecté le plus longtemps possible et qu'en tout cas, il est hors de question d'organiser un quelconque bilan de prélevabilité chez un patient dont la famille n'aurait pas été informée de l'arrêt thérapeutique et pour lequel la famille n'aurait pas consenti à cet arrêt thérapeutique. Maintenant, il ne faut quand même pas se voiler la face dans la vraie vie. À partir du moment où l'équipe soignante a décidé d'un arrêt thérapeutique, sa réalisation, elle va prendre un certain temps. Mais dès lors qu'on est tous d'accord que chez ce patient-là, on est dans une situation d'obstination déraisonnable, on est au bout du projet thérapeutique, quelque part, la question du prélèvement Maastricht 3 va se poser assez rapidement, bien avant qu'on ait finalisé tout le processus. Et cette question, elle va peut-être faire l'objet de discussions, par exemple, autour des antécédents du malade. Et on sait qu'un certain nombre d'antécédents peuvent évacuer toute possibilité de prélèvement d'organes. Pour autant, il faut faire attention à leur nature. Je pense en particulier aux antécédents néoplasiques. C'est extrêmement compliqué pour un réanimateur de savoir que cette tumeur de vessie d'il y a 3 ans ou ce cancer digestif d'il y a 5 ans sont ou ne sont pas des contre-indications au prélèvement d'organes. Et donc, évidemment, qu'on va poser la question sans autre forme de discussion, mais on va se poser la question à la lumière de cet antécédent pour savoir si le patient sera éligible au prélèvement ou pas. Donc, l'étanchéité parfaite, elle n'est peut-être pas aussi absolue qu'elle peut l'être dans la rédaction d'un protocole. Une autre question qui s'est posée à l'époque et qui se pose toujours à l'heure actuelle, c'est est-ce que cette démarche de protocole Maastricht 3, elle diminue le délai de réalisation de l'arrêt des traitements parce que éventuellement ça pourrait impacter le devenir de mon patient. Alors on n'avait pas beaucoup de données jusqu'à présent, on en a maintenant de façon un petit peu plus étayée par la publication de la cohorte française des 5 premières années, telle qu'elle est à CCPM par Mathieu Ledors en premier auteur, et parmi les nombreux renseignements qu'on a sur nos patients. Il y a celui du délai de la réalisation de l'arrêt thérapeutique. Alors si on divise nos patients Maastricht 3 en anoxiques et non anoxiques,
les non-anoxiques étant essentiellement des cérébrolésés. On voit que l'arrêt des traitements se produit chez les anoxiques en médiane à 6 jours et chez les patients non anoxiques en médiane à 10 jours. Donc il n'y a pas de débat que ça n'a pas l'air d'avoir aucun impact chez les anoxiques. C'est à peu près chez tous les patients, chez ces patients-là, dans ce délai-là, qu'on réalise des arrêts thérapeutiques dans nos réanimations. Il y a une petite question qui pourrait se poser chez les non-anoxiques parce que ce délai paraît un petit peu court. Et le problème qui est sous-jacent derrière cette discussion autour des modifications du délai de réalisation, c'est qu'éventuellement, la réalisation trop précoce d'un protocole Maastricht 3, ça pourrait empêcher le patient d'évoluer vers un état de mort encéphalique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait exclu par l'agence. Si le patient doit évoluer vers un état de mort encéphalique, il faut le laisser évoluer vers un état de mort encéphalique. Il ne faut certainement pas remplacer des prélèvements en mort encéphalique par des prélèvements en Maastricht 3. Donc la question, elle est un tout petit peu débattue. Certains voudraient modifier la nature du consentement dans cette procédure. Et ce débat est tout soulevé. Vous savez qu'en France, le consentement est implicite, ce qui n'est pas le cas de tous les pays, le consentement au prélèvement d'organes. Est-ce qu'il devrait être explicite sous prétexte qu'il s'agit d'un prélèvement Maastricht 3 ? À titre personnel, je ne le pense pas, parce que ça transformerait le Maastricht 3 en situation particulière, et on ne comprend pas très bien ce que ça changerait à l'intentionnalité du prélèvement. Et tôt ou tard, ça finirait par reposer la question du consentement de l'état de mort, dans l'état de mort encéphalique. On ne voit pas bien le gain qui serait autorisé par ce changement de nature du consentement. Alors une question éthique importante autour du Maastricht 3, c'est celle de la sédation. Cette question, elle était vraiment extrêmement prégnante au tout début du protocole, dans les années 2014 à 2016, puisque la loi Leonetti ne nous autorisait qu'une sédation proportionnée. Or, il y a une question de timing dans la réalisation d'un protocole Maastricht 3, et ce protocole n'est possible que si l'arrêt cardiaque survient dans les 180 minutes qui suivent l'arrêt des traitements. Or, ces 180 minutes, éventuellement, ce délai peut être assez facilement dépassé. L'introduction dans la loi Claes-Leonetti de 2016 de la possibilité d'une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès change un peu la donne, puisque forcément, elle nous autorise à utiliser une sédation plus profonde. Sédation profonde pour des anesthésistes réanimateurs, c'est assez clair, c'est une sédation avec une déconnexion de l'état de conscience. Et la déconnexion de l'état de conscience, la seule molécule avec laquelle vous pouvez l'obtenir, c'est un hypnotique vrai. Et l'hypnotique vrai qu'on utilise dans la sédation en France en 2022, c'est le propofol. Donc autant c'était tout à fait discutable d'utiliser du propofol avant 2016, maintenant c'est assez clair et c'est parfaitement dans l'esprit de la loi de 2016. Cette sédation, est-ce qu'elle doit être la même pour tous les arrêts thérapeutiques du service ? C'est prévu comme ça et c'est écrit comme ça dans le protocole. Ce n'est pas le cas des limitations, bien sûr, mais c'est le cas des arrêts thérapeutiques. En tout cas, l'établissement d'un protocole M3 dans un service, c'est l'occasion de se pencher sur comment je gère ma fin de vie dans mon service. Et c'est l'occasion, avec les soignants, avec les infirmières, de s'asseoir autour de la table et de rédiger un protocole écrit de la gestion des fins de vie. Et ça, c'est un plus majeur de ce protocole. Il faut éviter au cours de la sédation, évidemment, d'escalader les doses et d'utiliser des doses inappropriées, beaucoup plus importantes que d'habitude. Dans ce protocole, il est souligné à nouveau l'interdiction absolue d'introduire la prescription de curare pour l'arrêt des traitements, puisque là, on serait vraiment dans l'euthanasie. On met souvent en avant l'instrumentalisation du corps dans cette pratique. Il faut être assez vigilant. On se doit de donner à nos malades des soins non pas quelconques, mais consciencieux et attentifs. Et dans ces soins consciencieux et attentifs, il faut faire attention au décès, il faut faire attention à ce qui entoure la mort. Que ça soit envisagé par rapport aux patients, mais surtout par rapport à l'équipe soignante et à sa famille, c'est très très important. Ça nécessite une vigilance de tous les instants et une très bonne communication dans l'équipe et un entraînement des équipes.
Il faut faire attention en particulier aux proches. Les proches, ils ont le droit d'être là très longtemps au cours de l'arrêt des traitements et ils doivent sortir au moment de l'arrêt cardiaque et il faut organiser cette sortie, accompagner les patients. Il faut faire attention pendant le moment entre l'arrêt des traitements et l'arrêt cardiaque à ne pas désacraliser cet instant. C'est les derniers instants du mourant. Il ne faut pas qu'il y ait un attroupement autour de la chambre. Et puis la dernière question éthique au sujet du prélèvement Maastricht 3, c'est le transfert d'un hôpital qui ne le pratique pas vers un hôpital qui le pratique. Pour l'instant, c'est interdit par le protocole, mais la réflexion est en cours avec l'Agence de biomédecine. Il faut faire attention, évidemment, qu'on ne transfère jamais la responsabilité d'un arrêt de traitement. C'est la responsabilité de l'équipe qui fait l'arrêt de traitement de prendre la responsabilité du choix de cet arrêt. Ça doit donc rester une exception. Dernière diapositive pour vous donner en 4 mots les principes éthiques qui doivent nous gouverner dans ce protocole. Réflexion de toute l'équipe, communication, respect et surtout débriefer toutes les situations. Merci. Merci beaucoup Gérard. Une question qui est venue dans le chat, c'est est-ce qu'il y a des études qui ont évalué le vécu des proches de ces situations ? Ça, c'est une très bonne question. Il n'y a pas beaucoup de vécu, mais les données sont en cours d'acquisition avec mon voisin de gauche qui pilote une étude sur la tolérance, le ressenti des familles et qui s'appelle CAREM3. Mathieu, si tu veux en dire un mot. Oui, il y a quand même aussi quelques données de l'équipe d'Annecy et de Catherine Vernet, qui est psychologue à Annecy, sur le vécu des familles et qui... Pour résumer, le message qu'elle voit avec les proches pour l'instant, c'est qu'eux, ils sont vraiment dans l'accompagnement et la difficulté du deuil et que les questions que nous, réanimateurs, on se pose sur la dépendance, comme l'a dit Gérard, entre l'arrêt des thérapeutiques et l'accompagnement de fin de vie n'est pas central pour les proches, mais ça reste en effet leur vécu à étayer un peu ce qu'on va essayer de faire prochainement, là c'est en cours. Merci. Moi j'aurais une question... un peu personnel, puisque en pédiatrie, on ne s'est pas encore mis dans le M3, mais c'est peut-être quelque chose qui se fera dans les années qui viennent. Mais comment on peut préparer les équipes à ça ? Je sais qu'il y a des équipes qui ont eu du mal à se mettre au M3 ou qui peut-être se posent encore des questions éthiques. Est-ce qu'il y a une démarche particulière ? Est-ce qu'il faut travailler ça en amont et comment ? Alors je dirais que c'est indispensable de travailler ça en amont. D'abord, ça amène un questionnement important dans l'équipe. Le point de vue des gens n'est pas forcément identique. C'est-à-dire que pour faire une hémodialyse ou pour ventiler un SDRA, tout le monde peut faire la même chose. Pour participer à une situation de Maastricht 3, ça peut nous interroger au plus profond de nous. Donc c'est très très important de prendre le temps de s'asseoir et de réfléchir beaucoup, de dialoguer beaucoup avec nos équipes soignantes. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est d'essayer d'écrire ce qu'on fait en fin de vie. Et on s'aperçoit à l'occasion de la mise en place de ces protocoles qu'il y a pas mal de services de réanimation qui avaient 0 protocole de gestion de la fin de vie. Et la mise en place d'un protocole Maastricht 3, c'est vraiment l'occasion de faire ça. Et c'est le premier conseil que je donnerais, c'est d'abord de s'asseoir autour de la table, de bien réfléchir à ce qu'on fait, d'essayer de diminuer les conflits avec les gens, parce qu'il y a une partie des conflits qu'on peut gérer. Et puis il y a des gens qui risquent de ne pas vouloir complètement. Moi j'ai dit à mon équipe que ça ne me posait pas de problème. Le Maastricht 3, ce n'est pas une procédure d'urgence. Et donc on peut s'organiser le jour J pour être avec des gens qui sont confortables avec la procédure. Pour rebondir, moi j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit sur le débriefing et la courbe d'apprentissage qui est lente. Je crois qu'en effet, comme c'est des procédures rares, la courbe d'apprentissage elle est lente et je trouve que c'est aussi avec l'expérience et les années que les tensions dans les équipes se détendent. Donc c'est ça qui est difficile, c'est que ça prend du temps parce que ça reste par réanimation un événement rare. Alors encore une question, on a encore 1 minute. On a parlé de sédation avant et c'est vrai que dans la question de la sédation profonde et continue avant le prélèvement M3, ça reste une question sensible. Est-ce qu'on doit avoir des échecs de prélèvement du M3 ?
Est-ce qu'on doit avoir des échecs? Probablement, ça témoignera de l'intentionnalité de ce que fait le réanimateur. À l'heure actuelle, dans la série qu'a publié Mathieu là, sur 480 patients, il doit y avoir 20 ou 30 échecs. La persistance d'un échec de temps en temps, probablement, ça protège le réanimateur d'une accusation d'intentionnalité, probablement. Il faut bien voir que quand il y a un échec de la procédure, extrêmement souvent, la famille le prend très très mal. Et donc, après, est-ce qu'on doit tout faire pour qu'il n'y ait pas d'échec? Ça, c'est une question que je laisse ouverte au débat et qui interroge chacun de nous au plus profond de son exercice professionnel. Grosso modo, dans une sédation profonde et continue, qui fait appel à du propofol, c'est quand même rare d'avoir un échec à 180 minutes. Dans la cohorte, le délai entre l'arrêt thérapeutique et l'arrêt circulatoire est de 15 minutes. Donc les patients décèdent très vite. Et je pense qu'en effet, une fois, comme l'a dit Gérard, qu'on sélectionne bien les patients qui peuvent être éligibles pour être des donneurs potentiels et qui sont sous sédation profonde et continue, enfin, en tout cas moi dans ma pratique, j'ai l'impression que les neurolésés graves à RAS-5, quand on les extube, ils décèdent dans les délais sans qu'on ait besoin de faire autre chose que de les accompagner en fin de vie. Très bien, merci beaucoup.